On est, on est reparti, hein, voilà. Donc, Maxime Fenestou, qui est docteur en mécanique des matériaux, qui travaille donc au laboratoire Elanova. Donc, d'ailleurs, vous pouvez peut-être nous dire deux mots en introduction, et qui est actuellement en charge de l'activité analyse de défaillance et expertise auprès des entreprises et experts judiciaires. Beau métier, ça, vous pouvez peut-être nous dire deux mots. Bon, donc Maxime Fenestou, je vais donc vous présenter, vous parler un petit peu de l'aspect formulation et transformation du caoutchouc, après cette introduction. Et puis, donc, je vais commencer effectivement à présenter en quelques mots peut-être Elanova, que tout le monde ne connaît pas forcément, et l'expertise et défaillance, j'en toucherai quelques mots. Donc, Elanova, en fait, c'est le Centre français du caoutchouc et des polymères, alors qui a changé de nom il y a maintenant un an, qui s'appelait avant le Centre français des caoutchoucs et des polymères, et qui regroupait plusieurs entités, et qui aujourd'hui s'appelle, tout le monde porte le même acronyme d'Elanova. Donc, Elanova, il y a deux sites en France. Il y a le site principal qui est à Vitry-sur-Seine, la photo, et puis un site aussi qui se situe à Nantes. Donc, Elanova, ce centre de la valorisation du caoutchouc, est constitué de différentes entités. Donc, présenter rapidement, en fait, il y a déjà le syndicat professionnel du caoutchouc, de la branche caoutchouc, qui regroupe en fait plus de 150 entreprises qui travaillent dans le domaine du caoutchouc, donc qui fabriquent des pièces en caoutchouc. Donc, parmi évidemment les adhérents de ce syndicat professionnel du caoutchouc, par exemple Michelin, Chilson, etc., plein de moulures, toutes les grandes entreprises, et puis plein de PME également, et de petites entreprises plus modestes. Il y a effectivement aussi le laboratoire dans lequel je travaille, donc Elanova Lab. Donc ce laboratoire, c'est un laboratoire privé, donc à destination des industriels, qui effectue donc des prestations, de l'assistance technique, différents programmes R&D qui sont menés donc à travers des thèses, des stages, et de la normalisation également, sur une forte implication dans tout ce qui est normes liées au caoutchouc. Il y a également un institut de formation au métier du caoutchouc. Donc cet institut de formation, il permet de former des étudiants, donc plutôt en spécialisation. Donc après une licence par exemple ou un master, il y a une spécialisation donc au domaine précis du caoutchouc. Et puis il y a également toute une partie de formation, je dirais, professionnelle pour les entreprises qui veulent justement se former plus spécifiquement sur des techniques spécifiques de mise en œuvre que je vais vous présenter, ou de la formulation, ou de la simulation mécanique. On retrouve aussi au sein d'Elanova une fondation, la Fondation du caoutchouc. Donc, c'est une fondation qui est là pour financer différents projets. Donc, ça peut être des projets d'intérêt collectif à travers des thèses que l'on accueille chez nous ou dans d'autres écoles. Et puis, sur des projets comme le projet de question tout à l'heure sur les élastomères dans les collections du musée d'art moderne. On retrouve également aussi un incubateur qui avait été mis en place justement par le syndicat professionnel du caoutchouc. Toute cette branche caoutchouc, en fait, a mis en place un incubateur pour accueillir des startups qui vont développer des nouveaux produits à base de caoutchouc, ou en tout cas générer de l'innovation dans ce monde du caoutchouc qui a une image parfois un peu ancienne. Donc, on accueille régulièrement différentes startups sur le site de Vitry. Donc, plus spécifiquement la partie laboratoire, on balaye un peu toute la chaîne en fait de caoutchouc, donc à travers la formulation, donc le choix des polymères, donc on intervient auprès des entreprises qui veulent développer un nouveau produit ou qui veulent changer un peu leur formule à travers aujourd'hui des formules qui sont un peu plus vertes, avec des matériaux qui peuvent être biosourcés ou recyclés. Donc, on va les aider sur toute la partie conception, déjà de la pièce, à travers de la simulation mécanique, par exemple. Et puis, on va les accompagner sur tout les procédés de mise en œuvre. Donc, on a une plateforme en fait, technologique qui tous
regroupe à peu près les outils de mise en œuvre qu'on retrouve chez les différents industriels, qui sont laboratoires, qui permettent de faire des petites séries, des prototypes, des choses comme ça. On va les accompagner aussi sur tout ce qui est prévision de durée de vie, parce que donc ça, c'est une question qui se pose quand même, qui se pose aussi dans le cadre de cette journée, évidemment. Donc, ça passe par différentes caractérisations, des simulations aussi, pour anticiper des durées de vie à 50, 100 ans, etc. Toute une partie d'études aussi liées aujourd'hui au recyclage pour la revalorisation de ces produits caoutchouc. Et donc, moi, j'interviens plutôt sur la partie assistance technique, défaillance. Donc, c'est tout ce qui va être, ça peut être des défauts qui apparaissent au cours du temps, ou des problématiques qui peuvent être plus graves. Ça peut être des accidents industriels ou des fois des accidents de la route liés à l'éclatement d'un pneu. Et donc, voilà, la démarche qui est parfois judiciaire, donc j'interviens auprès des experts judiciaires, en fait, c'est de déterminer l'origine de la défaillance. Pourquoi la pièce ne répond plus à sa fonction comme ce qui avait été prévu. Et donc, on met en place tout un ensemble de techniques, donc mécanique, chimique, physico-chimique, de l'observation, pour essayer de revenir à l'origine de la défaillance. Donc, je vais vous parler un petit peu de la formulation. Donc là, pour l'instant, ce qui a été présenté, c'est les grandes familles d'élastomères, mais donc on a présenté en fait le matériau brut, je dirais, avec ses propriétés déjà intrinsèques. Mais donc, comme ça a été évoqué, l'élastomère brut, tant qu'il n'est pas vulcanisé, en fait, des propriétés qui ne sont pas forcément utilisables. Donc, en termes de propriétés mécaniques, c'est relativement faible. La tenue dimensionnelle aussi, et puis la stabilité aux agressions extérieures, et évidemment, est relativement limitée. Et donc, là, on voit un petit peu les différentes étapes de la vie d'un caoutchouc. Donc, on a présenté là, les caoutchoucs naturels, NR, SBR, PDM, qui sont vraiment la matière brute. Et en fait, pour que cet élastomère devienne une pièce avec certaines fonctions, il faut le formuler. Donc, il faut lui ajouter différents ingrédients, et puis il faut le vulcaniser. Donc, la première partie, c'est la formulation, le mélangeage, qui va permettre d'obtenir un mélange cru. Alors, le mélange cru, il n'a pas beaucoup de tenue encore, c'est plus un peu comme un chewing-gum. Et puis, une fois que ce mélange cru, on va le transformer, on va le mettre en œuvre pour en faire un produit, donc une pièce. Pendant cette étape de transformation, on va vulcaniser. Et donc, c'est ce qui va lui amener toutes ses propriétés mécaniques. Donc, une formulation d'élastomère, donc on a parlé de l'élastomère pour tout seul, mais quand on regarde la formulation, il y a quand même un certain nombre d'ingrédients et qui interviennent donc chacun dans des parts relativement différentes. Donc, parmi ces ingrédients, au caoutchouc de base, on va rajouter des charges. Donc, ces charges vont généralement être utilisées pour renforcer le matériau de base. Donc, parmi ces charges, on va trouver des noirs de carbone, de la silice, kaolin, de la crête. On va rajouter des plastifiants. Donc, les plastifiants, ils vont avoir plusieurs rôles. Donc, ça peut être dès la mise en œuvre, en fait, déjà pour faciliter la mise en œuvre. Et puis après aussi, en service, ils vont avoir certains rôles, comme la tenue au froid, par exemple. Le système de vulcanisation, donc on en a parlé, c'est ça qui va amener vraiment l'élasticité au matériau. Donc, par la formation de pont, donc ça va lui amener cette élasticité et une stabilité dimensionnelle. Et puis les protecteurs, évidemment, les protecteurs, c'est ça qui va permettre à l'élastomère, en fait, d'avoir une certaine durée de vie. Et donc, ces protecteurs, ils vont permettre de résister un peu au vieillissement, dans certaines mesures, aux UV, donc à la chaleur, à l'oxygène, aux zones. Et puis différents ingrédients divers qui vont pouvoir apporter des propriétés plus spécifiques. On va balayer un petit peu ces différents aspects. Donc là, c'est par exemple une formule de caoutchouc naturel. Voilà, donc 100 parts en fait, de caoutchouc naturel, on va rajouter 2 parts de soufre et d'un activateur de vulcanisation avec le soufre, des accélérateurs pour la vulcanisation,
noir de carbone, c'est plutôt pour la partie renfort, et puis voilà, des plastifiants, des protecteurs et des agents de mise en œuvre. Donc au laboratoire, on dispose un petit peu d'une gamme assez large de tous ces produits pour pouvoir répondre à des besoins de formulation des différents industriels. Donc on a parlé un petit peu présenter les différents élastomères. Donc c'est vrai que dans une formulation, ça commence par là, par le choix de l'élastomère de base. Donc ce choix de l'élastomère de base, les élastomères, on les regroupe généralement en 3 catégories. Il va y avoir les caoutchoucs généraux, là, dont on a parlé, les caoutchoucs spéciaux, sur des éléments plus spécifiques, et les caoutchoucs très spéciaux. Alors, évidemment, le prix va avec la spécialité de l'élastomère. Et donc, dans une formule, on va commencer par choisir l'élastomère de base, quand on veut, selon l'application que l'on désire. Et ça, on va regarder d'abord, généralement, on regarde un petit peu ce petit schéma. C'est-à-dire qu'en fonction de la température d'utilisation, on va déjà choisir l'élastomère de base. Si on travaille à moins de 100 degrés, effectivement, on peut prendre un caoutchouc naturel. Par contre, si on travaille, si la pièce est soumise à des températures un peu plus hautes, le caoutchouc naturel aura plus beaucoup d'intérêt. Et puis après, on va regarder par exemple sa résistance par rapport aux huiles. Donc, ça va permettre, par exemple, voilà, il y a peu de contact avec les huiles, on peut continuer sur un caoutchouc naturel. Pareil pour la résistance à l'ozone, par exemple. Et puis voilà, ça va nous permettre au moins de déterminer déjà la base de cette formulation. Donc, suite au choix de cet élastomère de base, il faut maintenant un système de vulcanisation. Donc, la vulcanisation, comme on l'a expliqué, va permettre d'apporter une rigidité en fait en créant des ponts entre ces chaînes de polymères. Alors, ces ponts peuvent être de différents types selon le type de système de vulcanisation que l'on emploie. Donc, le système de vulcanisation le plus courant, c'est un système au soufre, qui est généralement activé avec de l'oxyde de zinc et de l'acide stéarique et puis des accélérateurs. Mais on retrouve également d'autres types de systèmes de vulcanisation, que sont les peroxydes, des oxydes métalliques, des résines formophénoliques. Donc, globalement, on peut vulcaniser à peu près tous les élastomères avec tous les types de systèmes de vulcanisation, mais en fonction des propriétés désirées, on va choisir l'une ou l'autre. Et donc, ça va créer des liens entre les différentes chaînes de polymères qui vont leur apporter cette élasticité et la rigidité. Donc là, on voit par exemple sur les charges, donc ce petit diagramme, un caoutchouc, c'est un caoutchouc SBR qui est non chargé. Donc on voit en fait toujours ce fort allongement, mais avec une rigidité qui est très faible. Par contre, dès qu'on rajoute quelque part de noir de carbone, on va renforcer donc cette matrice SBR. Donc, parmi les charges que l'on rencontre, en fonction de ce que l'on veut obtenir, si c'est du renforcement, on va plutôt utiliser des noirs de carbone, de la silice. Pour ce qui est mélange clair, où on peut rajouter de l'oxyde de titane, des tenues au feu, des propriétés magnétiques, électriques, ou le toucher, des fois l'aspect extérieur de la pièce ou une imperméabilité, on va rajouter par exemple le titane. Donc on a un choix quand même assez varié de charges. Les plastifiants, ils sont là pour faciliter la mise en œuvre, comme on disait, mais ils vont permettre également d'ajuster en fait les propriétés mécaniques. Alors on voit sur ce petit tableau que du coup la viscosité de l'élastomère diminue, la dureté également. Par contre, la tenue au froid va augmenter. Donc ce choix de plastifiant, il y a en gros 3 types de plastifiants, des huiles minérales, des synthétiques aromatiques, ou aujourd'hui de plus en plus des plastifiants issus du monde végétal. Le choix va se faire selon différents critères que sont la compatibilité avec le caoutchouc de base, le pouvoir tâchant, ça peut être sur des caoutchoucs clairs, des fois ça peut quand même être un critère de choix, et puis les différentes caractéristiques mécaniques que l'on désire. Les protecteurs, alors on voit là exactement, j'ai repris ce petit cliché où on voit la dégradation effectivement de ce flot caoutchouc. On voit également sur les pneus comme ça des fissuration. Comme on l'a dit,
les caoutchoucs sont sensibles à l'environnement et pour limiter cette sensibilité, on va rajouter en fait différents types de protecteurs, des antioxydants, des anti-ozonants, des anti-UV, des cires microcristallines, ou on peut aussi également réaliser des coupages d'élastomères qui vont améliorer voilà, leur propriété vis-à-vis en tout cas de l'environnement. Et donc, bon, les critères de choix pour ces protecteurs, il y a l'effet tachant aussi qui revient, mais surtout la migration et la compatibilité avec l'élastomère que l'on aura choisi de base. Donc, une fois qu'on a voilà, un petit peu défini notre formule, hein, comme notre recette, en fait, comme en pâtisserie, il va falloir mélanger tous ces ingrédients. Donc, il y a deux types de mélangeurs hein, qui existent en gros sur le marché. Et puis après, il y a différentes techniques de mise en œuvre selon la pièce que l'on veut fabriquer. Donc, on va regarder ça. Il y a le moulage classique, l'extrusion, le calendrage, la confection, et puis la vulcanisation, donc, qui a lieu soit en même temps, de façon simultanée, soit en décalé. Donc, le mélangeage, généralement, on retrouve deux types de mélangeurs. C'est des mélangeurs qu'on appelle mélangeurs à cylindre ou des mélangeurs internes. Les mélangeurs à cylindre, comme on le voit sur la photo, c'est des cylindres qui sont chauffés et dans lesquels on vient intégrer les différents constituants de la formulation au fur et à mesure. Et le mélangeur interne, en fait, c'est une sorte de chambre hein, avec des rotors qui viennent mélanger tous ces ingrédients. À l'issue de ce mélange, on obtient donc ce qu'on appelle le mélange cru. Donc là, par exemple, sur un mélangeur à cylindre, on voit un mode opératoire qui est donc d'incorporer en premier lieu l'élastomère, et puis après on va incorporer le zinc, le noir de carbone, le plastifiant, etc., jusqu'à finir par le système de vulcanisation. Et donc, ça va prendre un certain temps. Donc, selon le type de caoutchouc, ça va prendre un certain temps pour homogénéiser, disperser en fait hein, tous ces ingrédients dans la formule. Donc, le choix du mélangeur, ça va se faire plutôt entre mélangeur à mélangeur interne. Il y a quand même surtout le temps de mélangeage qui est différent. Mais également le prix hein, du mélangeur n'est pas le même. Donc, il y a des choix à faire selon le produit qu'on veut fabriquer. Après, sur la mise en forme vraiment du produit, donc on l'a dit, il y a plusieurs techniques qui vont être le moulage, l'extrusion, le calendrage et l'induction. Donc en fait, ces techniques-là, je dirais qu'on ne va pas utiliser une ou l'autre technique pour fabriquer sa pièce, ça va dépendre en fait essentiellement de la forme de la pièce. Donc l'extrusion, c'est des grandes longueurs avec des faibles sections. Le moulage, ça va être utilisé pour la majorité des pièces moulées, qui vont après des différents types de moulage, mais voilà, c'est plus spécifique à des pièces massives. Et puis le calendrage, ça va plutôt être pour des pièces de faible épaisseur, et puis l'induction, c'est ce qu'on a vu sur les tissus, par exemple. Hein. Donc c'est plutôt pour des tissus enduits, pour recouvrir en fait un perméabilisé ou voilà, sur des produits spécifiques en très petite couche. Donc le moulage, il y a trois techniques principales que sont la compression, le transfert et l'injection. Donc au laboratoire, on dispose de différents équipements là, pour mettre en œuvre. L'idée, c'est un moule, hein, donc on vient en fait placer de la matière crue et remplir ce moule, et puis le cuire en fait hein, la pièce pour lui donner la forme voulue. Et la vulcanisation a lieu de façon simultanée pendant le process. On va cuire cette pièce. Donc le moulage par compression, il consiste à déposer soit un morceau de caoutchouc cru hein, dans le moule, et puis après on vient fermer le moule avec une presse. Là on voit quelques exemples de moules, et pour lui donner la forme voulue. C'est la technique principalement utilisée. Là on voit par exemple des soufflets de protection
et qui sont fabriqués. Donc ça, c'est la partie moule et on vient remplir cette zone-là par le caoutchouc cru et pour lui donner la forme moule. Donc l'autre technique, c'est l'extrusion. Donc l'extrusion va servir plutôt à fabriquer des profilés. Hein. Ça peut être des joints, type joints de portière, creux ou moussés, selon la forme que l'on désire. Là, dans ce cas-là, la vulcanisation n'est pas simultanée et donc elle a lieu dans un second temps. Donc là, c'est différents types d'objets que l'on peut fabriquer par extrusion. Et la vulcanisation, elle a lieu donc soit après en autoclave, donc c'est des grandes chambres dans lesquelles on vient mettre les pièces pour la cuisson, ou plus ou moins en continu dans des fours en fait, hein, soit haute fréquence, soit de type bain de sel. Le calendrage et induction, donc ça, comme je disais, c'est pour fabriquer des pièces plutôt fines. Ça peut être des feuilles, des plaques, des bandes transporteuses, ou pour la partie induction, ça va plutôt être du vêtement ou voilà, pour imperméabiliser, des choses comme ça. Donc de très petites épaisseurs, très fines. Et donc le caoutchouc peut être présenté en solution en fait, hein, pour pouvoir appliquer plus facilement cette fine couche de polymère. Alors la dernière technique, c'est celle de Sophie La Girafe, qui est l'emblème de la journée. Et donc ça, c'est, bon, je présenterai juste à la fin peut-être une petite vidéo sur la fabrication de Sophie La Girafe, une technique de rotomoulage qui n'est utilisée quand même quasiment que pour Sophie La Girafe, très peu utilisée dans le monde industriel. Je propose qu'on fasse un colloque un jour sur Sophie La Girafe. Et puis pour finir, voilà, présenter en fait donc ces différentes techniques, et peuvent générer chacune différents défauts. Donc les défauts, ça peut être lors de la phase de formulation, avec un mauvais choix d'ingrédients, ça peut être pendant la partie mélange, ou ça peut être pendant la partie mise en œuvre. Et donc ce qu'on retrouve comme principaux défauts, c'est un mauvais choix d'ingrédients, hein, des fois, ou une mauvaise dispersion pendant la partie mélange, ou des défauts après de réglage de la mise en œuvre, donc des temps trop courts, des températures trop importantes, qui vont générer soit de la survulcanisation ou de la sous-vulcanisation. Et donc, différentes techniques de physico-chimie permettent en fait de déterminer quelle est l'origine de ce problème. Là, par exemple, j'ai mis un exemple de défaillance liée à de la formulation, en fait, hein, puisque la pièce en service n'a pas tenu, on retrouve ce type de dégradation. Observé au microscope électronique, on voit vraiment qu'il y a de la fissuration de surface. Et en fait, les différentes techniques d'analyse permettent de mettre en évidence que c'est par exemple un caoutchouc naturel, qu'il y a de la fissuration en surface, et les analyses chimiques de déformulation. Donc en fait, on fait toute ce qu'on a vu, la formulation, on va faire tout le chemin inverse. Hein. Donc toutes les techniques d'analyse vont nous permettre de remonter à la formule, en fait, à la recette initiale. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est que la formulation qui était utilisée pour fabriquer ces pièces contenait très très peu de protecteurs. Et bien évidemment, face à un environnement qui était ozone, on voit cette pièce qui a été simulée en fait en environnement ozone, on retrouve le même type de dégradation. Donc il a fallu reformuler une nouvelle pièce en y ajoutant des protecteurs spécifiquement pour la tenue à l'ozone. Là, par exemple, c'est un des défauts qui sont liés plutôt à la dispersion, hein, donc la phase de mélange, où là, par les observations microscopiques, on voit qu'on retrouve en fait un agglomérat ici, un agglomérat de charge, de crêpe spécifiquement qu'on a analysé par microscopie électronique, mais bien en évidence, et que la fissuration de cette pièce a démarré sur cet agglomérat-là, qui était lié donc à des mauvaises procédures de mélangeage. Là, ici, on voit un exemple de défaillance qui est plutôt lié au moulage. Donc, sur cette pièce-là, qui présentait de mauvaises propriétés mécaniques, quand on l'a coupé à cœur, évidemment, on a observé toutes ces porosités. Au microscope électronique, on voit très bien la présence de ces porosités. Et ces porosités qui sont réparties à cœur, on a fait différentes analyses chimiques pour voir s'il n'y avait pas eu un produit chimique qui était venu dégrader la matière. On n'a rien détecté de spécifique. Par contre, quand on a mesuré son état de vulcanisation, on a mis en évidence que cette pièce était sous-vulcanisée. Donc ça, c'est vraiment tous les paramètres procédés lors du moulage
qui n'étaient pas optimisés pour ce type de formule matériaux. Et donc, on a généré une sous-vulcanisation et la présence de ces différentes porosités à cœur. Donc, pour synthétiser un petit peu tous ces aspects, donc on a vu que pour fabriquer une pièce, il faut choisir d'abord l'élastomère de base, mais ça ne suffit pas, il faut lui ajouter tout un tas d'ingrédients qui peuvent aller entre 10 et 20 ingrédients qui vont lui amener différentes propriétés mécaniques, tenues dans le temps, ça peut être aussi des propriétés plus spécifiques, des propriétés électriques ou d'aspect, donc, cette partie formulation est très importante. Et puis après, il y a toute la technique du mélangeage et de la mise en œuvre qui vont être liées donc à la forme essentiellement de la pièce que l'on veut fabriquer, mais qui peuvent engendrer quand même, qu'il faut bien maîtriser parce que ça peut engendrer un certain nombre de défauts. Et donc chaque étape de cette formulation, de cette mise en œuvre vont impacter en fait la durée de vie au-delà vraiment de l'environnement en tant que tel. Juste pour finir, on peut présenter juste une petite vidéo, alors je ne sais pas où est-ce que se trouve.